Que se passe-t-il en ce moment? Axis, le nouveau rapport d'Axis, indique que quelque chose est en train de se produire. L'Iran vient d'accepter. Un accord se prépare entre l'Iran et Oman. Cela voudrait dire qu'ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais si vous regardez les médias iraniens, ils disent autre chose. Ils disent que s'ils parviennent à un accord, à un moment donné, ils vont conclure un accord entre l'Iran et Oman. Je pense que cela est sur le point d'arriver. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz à cause de cet accord. Les deux ne vont pas ensemble. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Et parce que l'ouverture de ce détroit est liée à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle et de la manière dont Donald Trump, vous savez Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessent, ils disent tous que ce détroit est ouvert. Aujourd'hui, il semble qu'il lève certaines sanctions visant certaines composantes des gardiens de la révolution islamique. Je ne sais pas si c'est exact. Cela n'a pas été confirmé par les Iraniens, mais c'est au moins le discours qui circule. Les rumeurs se répandent. Mais quelle est votre lecture de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? C'est très difficile à savoir. Je pense qu'il faut examiner ça. Il faut avoir une analyse à deux volets. Il y a le récit américain, la version américaine, qui est conçue sur mesure pour le marché politique américain, pour les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux. D'accord? Et cette version dit que Donald Trump est en contact avec les Iraniens, qu'il travaille en coulisses sur un accord, qu'on est en discussion, qu'ils veulent conclure un accord, qu'on est très près d'un accord. On a déjà entendu tout ça, non? Combien de fois au cours des 6 derniers mois? Ça, c'est destiné au public américain, au public occidental. C'est destiné à la base politique de Donald Trump. C'est pour les médias occidentaux. Donc ça existe, c'est réel. C'est dans la réalité virtuelle du complexe médiatico-politique occidental. C'est réel dans leur réalité, dans leur matrice. Ce qui se passe réellement sur le terrain sera totalement différent. D'accord? Et la raison pour laquelle les États-Unis font ça, c'est important, c'est qu'ils doivent le faire. Ils le doivent parce que c'est leur façon de montrer au monde qu'ils contrôlent la situation, qu'ils contrôlent au bout du compte le détroit d'Ormuz et que l'Iran devra finir par se plier à la volonté des États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'ils ne le font pas, alors ils vont devoir automatiquement céder aux Iraniens. Et ils ne peuvent pas. Politiquement, ils ne le peuvent pas. Absolument pas. Ce président ne le peut pas et ne le fera pas. Peu importe à quel point il paraît fou, à quel point ses propos sont délirants. Il dit « Oh, des gens affirment qu'on ne discute pas, c'est des fake news et tout le reste ». Il invente littéralement des conversations avec des responsables iraniens qui n'ont jamais eu lieu. Par exemple, il pourrait interpréter un SMS entre Jared Kushner ou Steve Witkoff et un intermédiaire pakistanais. Du point de vue de Donald Trump, nous sommes en pourparlers avec les Iraniens. Voilà, c'est tout. C'est donc ainsi qu'il doit vendre ça à son public, à son opposition, à sa base, aux médias américains et ainsi de suite. Au passage, énormément de choses sont en jeu pour Trump et pour les États-Unis. Ils doivent donc toujours donner l'impression de maîtriser la situation. Et en réalité, ils voient Oman comme un cheval de Troie. Oman et l'Iran. Oman est clairement la partie la plus faible. Les États-Unis et les Britanniques ont déjà une présence très forte dans ce pays. Et quand on parle d'une gestion conjointe du détroit par Oman et l'Iran, aux États-Unis, cela signifie que si ce projet avance, alors les États-Unis évinceraient Oman. Et ce seraient les États-Unis qui géreraient conjointement le détroit avec l'Iran. C'est ainsi que les Américains voient les choses. Oman n'est au fond qu'un petit obstacle.
C'est comme un petit bateau sur lequel ils peuvent monter puis qu'ils peuvent couler avant de s'emparer de cette position, quelle qu'elle soit. Voilà comment ils voient les choses. Oman est sacrifiable. Et je vais vous dire à quel point Oman est sacrifiable. Il est très peu probable que les États-Unis puissent prendre du territoire en Iran, d'accord? En revanche, il est plus probable qu'ils puissent déployer des troupes au sol à Oman, d'accord? Gardez bien ça en tête pour la suite. Cela leur donnerait le contrôle opérationnel sur la moitié des détroits. Et, pour le public américain, ce serait perçu comme une très très grande victoire pour Trump. Gardez bien ça en tête. Personne n'en parle, mais ce n'est pas exclu. Oman a essayé de rester neutre. Le pays a une politique de neutralité, mais ce n'est pas un pays très puissant et il ne lui resterait aucune autre option. Ce sera peut-être une option lointaine pour les États-Unis à l'avenir. D'accord. Ils sont déjà en train de saper Oman. Ils disent du mal d'eux. Ils vont presque jusqu'à les menacer. Il y a seulement quelques jours, Trump a publié un tweet où il a mis Oman entre guillemets. Vous avez vu ça? C'est une insulte. Ils construisent donc un récit, comme si ce n'était peut-être pas un régime légitime. Ils font ça à toutes sortes de pays. Ils le font à l'Espagne, à propos de Ceuta au Maroc, en déclarant que l'Espagne n'a pas le droit de l'avoir. Le Danemark et le Groenland. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Cette administration n'a aucun respect pour la souveraineté de qui que ce soit. Aucun. Pour elle, tout le monde et tout est un moyen d'arriver à ses fins. Gardez-le bien en tête. Je pose simplement ça parce que je lis les signes. Je vois à quel point les États-Unis ont peu de position et à quel point il va leur être difficile de mettre leurs menaces à exécution. Ils pourraient donc se lancer dans des actes et des manœuvres de plus en plus désespérés, afin de sauver une sorte de position à partir de laquelle opérer. Et personnellement, je n'ai vu aucune preuve que l'Iran ait accepté de les laisser répartir le trafic entrant et sortant avec Oman. Je n'ai vu aucune preuve que cela ait été confirmé. Il y a des discussions, on entend des choses, on en voit d'autres. C'est peut-être en discussion. Mais est-ce un accord contraignant ou quoi que ce soit de ce genre? Je ne le vois pas. Parce que, très franchement, je pense que donner à Oman un quelconque contrôle administratif sur le détroit ouvrirait la porte à des abus américains, parce que cela s'est déjà produit. C'est ce que les États-Unis ont utilisé pour mettre en scène les provocations qui leur ont servi de prétexte à l'escalade militaire durant cette période de 13 jours que nous venons de traverser. Ils ont essayé de manipuler les voies maritimes omanaises et d'y diriger le trafic afin d'y créer des provocations mises en scène dans le but d'escalader. Puis Trump fait monter la tension, profère une menace d'anéantissement, puis recule. Ensuite, il engage de fausses négociations. Après, il y aura une attaque, vous voyez, puis il reniera l'accord, puis acceptera un accord avant de se retirer à nouveau, et puis, vous savez, d'accuser les Iraniens. Nous avons vu ce cycle maintes et maintes fois, encore et encore. Et je pense qu'il estime être bon à ce jeu-là. Au passage, ils peuvent gagner quelques milliards en jouant sur les marchés du pétrole et de la bourse. Donc ils pourraient faire tourner encore quelques cycles de tout ça jusqu'aux élections de mi-mandat, pendant que son entourage proche gagne environ 20 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Puis il continuerait après les élections de mi-mandat et intensifierait les attaques contre l'Iran. Je ne vois pas, Nima, je ne vois tout simplement pas de solution à court ou à moyen terme. Vraiment pas. Je ne vois aucune volonté politique aux États-Unis en faveur d'un quelconque règlement négocié. Je vois seulement toutes ces tactiques intermittentes, ces fausses pistes et ces pseudo-gestes de négociation de l'administration Trump. Et ce ne sera pas une stratégie très productive ni très fructueuse, mais c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. Alors ils vont continuer, et je vais vous dire pourquoi.
C'est parce que ce président ne veut pas passer à l'histoire comme le président américain qui s'est retiré du Moyen-Orient et en a laissé le contrôle à l'Iran. Cela n'arrivera pas sous le mandat de Trump. Il fera tout son possible pour l'empêcher, parce que ce qu'il voudra faire, c'est en rejeter la faute sur le prochain président démocrate, parce que c'est inévitable. Mais il ne veut pas que ça devienne une réalité. Donc il fera tout pour perturber, saboter, détourner l'attention et, en gros, faire traîner ça pendant les 2 prochaines années. C'est plutôt ce que nous pensons qu'il va se passer en ce moment. Mais les médias, Bloomberg aujourd'hui, Bloomberg est tout près d'un accord. Je viens de voir le titre arriver dans ma boîte mail. Je me suis dit, mais de quoi vous parlez? Ils n'ont rien d'autre à faire. Les médias traditionnels, c'est juste, oui, allons-y. Trump est proche d'un accord. On recommence. On l'a déjà fait 20 fois. Faisons-le une 21e fois. Voilà ce qu'ils font. Si vous lisez les médias iraniens et les grands médias occidentaux, on a l'impression qu'ils parlent de choses totalement différentes. En Iran, ils parlent d'autres choses. Et en Occident, ils disent que l'accord arrive, qu'à tout moment on va l'annoncer. C'est d'ailleurs incroyable de voir les différences entre les deux. Et moi je pense qu'il faut toujours prendre en compte la politique iranienne, la manière dont les Iraniens en parlent. Depuis le début de cette guerre, depuis que ce conflit a commencé, je n'ai jamais entendu. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Donald Trump n'est pas honnête dans sa manière d'agir. Je ne sais pas s'il est, aujourd'hui encore, avec cette nouvelle manipulation, ils essayent de manipuler le marché, mais ils ne comprennent pas que ces ficelles ne marchent plus. Ils ne sont plus là, et personne ne se laissera avoir par ces manœuvres et ce genre de rhétorique de leur part. D'un autre côté, les grands médias, comme CNN par exemple, parlaient de 80% d'intercepteurs utilisés pendant la guerre. Et Reuters rapportait hier que les États-Unis sont littéralement en train d'épuiser leurs missiles offensifs, les attaques MS, les PRSM. C'est important parce que récemment, ils ont utilisé ces missiles car ils ne veulent pas s'approcher des frontières iraniennes en raison de l'amélioration du système de défense aérienne iranien. Vous voyez, ils utilisent davantage de HIMARS pour attaquer l'Iran, dans le sud et dans l'ouest du pays. Mais c'est leur réalité. Patrick, comment voyez-vous la suite? Vous avez dit qu'ils veulent poursuivre ce conflit parce que Donald Trump est incapable d'accepter ce qui s'est passé jusqu'ici, la réalité de ce qui s'est passé. Alors, comment vont-ils continuer? Est-ce qu'ils vont le faire, vous savez, à travers de petits conflits en Asie occidentale, impliquant l'Arabie saoudite? Quand on voit ce qui s'est passé entre l'Arabie saoudite et l'Irak, je pense que c'est un point qu'il faut comprendre. Pourquoi l'Arabie saoudite aurait-elle besoin d'attaquer l'Irak? Et lorsqu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas derrière cette attaque de drones sur leur territoire, ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une annonce officielle de la part de la résistance en Irak. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis, on peut voir que Donald Trump envisage peut-être une forme de chaos avec Benjamin Netanyahou en Israël. Peut-être qu'une manière de poursuivre ce conflit passera par ses forces par procuration ou par les gouvernements qu'ils peuvent manipuler dans la région. Oui. Écoutez, l'attaque contre l'installation pétrolière d'Abqaiq en Arabie saoudite. Des gens disent « Oh, les Houthis l'ont revendiqué ». Je ne sais pas si c'est officiellement le cas à 100%. Quoi qu'il en soit, cela a servi de justification à une attaque américano-saoudienne. Et on a même entendu certains commentateurs iraniens dire que l'Arabie saoudite n'a pas attaqué l'Irak, que toutes ces frappes étaient américaines. Mais ils ont déclaré publiquement que c'était l'Arabie saoudite et les États-Unis. D'accord. C'est tout à fait plausible. Alors que se passe-t-il ici? Il y a de la manipulation. Et on a vu une attaque sous faux drapeau en Égypte contre une installation américaine de GNL à Damiette, pas plus tard que la semaine dernière.
au milieu de la semaine dernière. Personne ne l'a revendiqué. Les Égyptiens enquêtent toujours. Que se passe-t-il là-bas? Était-ce une attaque israélienne sous faux drapeau, destinée à faire accuser le Yémen ou l'Iran et à entraîner l'Égypte dans le conflit? Il y a donc très clairement des tentatives d'élargir cette guerre. D'accord. Or, je pense que l'agression contre l'Irak est directement liée à l'effondrement des positions américaines et israéliennes, ainsi que de leurs opérations clandestines au Kurdistan irakien, dans la région du Kurdistan et à Erbil. Depuis presque la première guerre du Golfe, ils ont pu y agir quasiment carte blanche, en toute impunité. Les États-Unis et les Israéliens y ont mis en place un réseau très vaste de stations et d'autres opérations, ainsi que de relais et de groupes armés, de groupes terroristes ou de militants kurdes qu'ils pensent pouvoir déployer. Il y a aussi des installations du renseignement israélien, et ainsi de suite. Tout cela a d'ailleurs été utilisé sur le plan opérationnel pour attaquer l'Iran en février, mais aussi pendant les émeutes de janvier, au début de cette année 2026. Certaines de ces opérations étaient donc menées depuis le nord de l'Irak. Donc le fait que ça s'effondre est énorme, parce que c'était une base de regroupement et de préparation absolument essentielle pour attaquer l'Iran à de très nombreux niveaux. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où cette option n'est plus sur la table. Et si elle n'est plus sur la table, alors qu'il y aurait beaucoup d'opérations clandestines à Erbil, l'Iran est désormais parfaitement au courant de toutes ces opérations. Et ces 2 dernières semaines, il les élimine une par une, sans que les médias occidentaux en parlent beaucoup d'ailleurs. On ne voit pas beaucoup de couverture sur ce sujet, mais cela se produit. À cela s'ajoute la perte d'installations et de capacités américaines autour du Golfe Persique, et même des problèmes avec Israël aujourd'hui. Israël demande aux États-Unis de retirer leurs avions ravitailleurs C-130 de l'aéroport Ben Gurion, ainsi que d'autres cibles potentielles visibles en cas de représailles iraniennes. La Jordanie, c'est problématique. Les États du Golfe, c'est problématique. Le Kurdistan irakien, c'est problématique. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste à l'Amérique? Même s'ils ont des attaques MS ou des HIMARS, où vont-ils les déployer? Est-ce qu'ils vont tirer depuis les Émirats arabes unis? Eh bien, ça ne marchera pas non plus, parce qu'ils seront frappés par les Iraniens, et durement, s'ils font ça de cette manière. Les bases au Koweït ont été frappées. Vous voyez, les options sont de plus en plus limitées. Donc maintenant, on en revient aux munitions tirées à distance. On en revient aux missiles de croisière, aux sous-marins, à des missions de bombardement à longue portée depuis des bases européennes. En gros, c'est un peu là où on en est. Il y a aussi probablement des efforts actifs pour lancer des attaques depuis peut-être le Turkménistan. C'est possible. C'est un grand pays, très difficile à surveiller. Si je ne me trompe pas, ils ont des HIMARS dans ce pays, le Turkménistan. Eh bien, oui, voilà. Voilà. Donc c'est le nom que je mettrais en avant comme nation potentiellement agresseuse qui faciliterait des attaques. Peut-être moins le Tadjikistan. Je ne pense pas que ce soit une grande menace. La Russie exerce aussi une forte influence sur certains de ces anciens pays de la CEI et ancienne République soviétique. Mais les États-Unis ont eux aussi de l'influence et un accès à certains de ces pays. Je ne connais pas très bien le profil de tous ces pays. Mais géographiquement, il me semble que pour l'Azerbaïdjan, il est politiquement extrêmement risqué de laisser son territoire servir de base de départ pour attaquer l'Iran. Il y aurait non seulement la pression de Moscou pour l'en dissuader, mais aussi des représailles directes de l'Iran. Et ce serait indéfendable, inexcusable pour les Azerbaïdjanais. Inexcusable. Et pareil avec l'Arménie.
avec le régime fantoche des États-Unis là-bas et toutes leurs opérations sur place. En revanche, peut-être le Turkménistan, peut-être pas autant. Mais leurs options s'épuisent, Nima. Les États-Unis, ils avaient tellement d'options pour attaquer l'Iran en février. Enfin, un nombre illimité. Et ils ont porté un coup très dévastateur aux Iraniens en termes de responsables assassinés. Pas seulement le guide suprême, mais aussi des chefs militaires, des dirigeants des gardiens de la révolution et des scientifiques. La capacité intellectuelle du pays a elle aussi été durement touchée. Mais tout cela a été fait depuis différentes bases avancées proches, et le Kurdistan irakien étant le pire cas. Donc personne, ils ne peuvent rien faire. Le gouvernement régional du Kurdistan ne recevra aucune aide de Bagdad sur ce sujet. Rien. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et, vous savez, ils ont fait leur lit, et ils vont devoir s'y coucher. Les Kurdes ont été de mèche avec les Israéliens et les Américains, sans aucune gêne, et ils ont pris l'argent pendant des décennies. Et c'est là que ça se termine, en gros. Et c'est de cela qu'il s'agissait, dès le départ, avec le projet de construction nationale. Vous vous souvenez de la première guerre du Golfe? Ça a commencé par une zone d'exclusion aérienne. Et c'est devenu le Kurdistan irakien, l'un de ces 3 cadrans. Et la suite appartient à l'histoire. Les États-Unis et Israël colonisent cette région depuis des décennies et s'en servent pour toutes sortes d'activités néfastes. C'est une chose que je dirais. Mais je pense, Nima, sans vouloir trop insister, que chercher à entraîner ou à punir l'Irak est, je dirais, directement lié à cette situation.